Alors bonjour, dans cette deuxième partie, nous allons parler du syndrome coronaire aigu, mais avec des pièges et des formes électrocardiographiques un peu plus complexes qu'il convient de connaître lorsqu'on reçoit des électrocardiogrammes à la régulation ou lorsqu'on envoie des unités mobiles médicalisées ou des SMUR. Il faut bien être attentif à des formes pièges que nous allons voir ensemble. Alors, on va vous rappeler de consulter les bons documents, la définition universelle de l'infarctus, et en 2017, le management des ST+. Tout d'abord, prenez l'habitude d'évoquer trois hypothèses, que ce soit un ST+, ou un ST-, devant un électrocardiogramme et un patient un petit peu symptomatique. C'est un petit peu trop réducteur de vouloir toujours chercher absolument l'infarctus, évoquer éventuellement l'infarctus, mais évoquer aussi les autres causes, ou privilégier les autres causes si l'aspect n'est pas compatible avec votre première hypothèse. Ici, donc, comment lire cet électrocardiogramme? Qu'est-ce que vous feriez? Envoyez-vous une AR, évidemment le patient est dyspnéique, donc il a des signes de gravité. Et surtout, qu'est-ce que vous faites comme diagnostic électrocardiographique le plus probable? Est-ce que cet ECG est qualifiant? Alors appuyez sur pause et dites-moi si vous l'êtes qualifiant, oui ou non. Moi je dirais oui, voyez-vous, parce que il y a un aspect vraiment totalement remarquable, c'est presque une identité remarquable, d'occlusion coronaire, que l'on définit par un sous-décalage important, dans 8 dérivations, c'est le cas ici, 7 ou 8 dérivations, souvent un petit peu inférolatéral comme ça, avec en miroir un ST+. Il existe dans les dérivations VR et V1 qui sont des dérivations supérieures droites, elles sont adjacentes. En fait, c'est un mini-infarctus ST+, sauf qu'en fait, c'est une lésion sous-endocardique diffuse, mais vous voyez que V1 et VR étant proches, d'ailleurs elles se ressemblent énormément, on pourrait considérer que c'est un ST+, dans 2 dérivations, c'est dommage que ça ne soit pas présenté comme ça. Le ST+, est considérable pour des petits QRS comme ça, et le ST- est considérable pour des petits QRS, il dépasse 50%, c'est ça qu'il faut regarder, c'est une identité remarquable. Il y a assez peu d'anomalies des QRS, quoique, ici, vous voyez qu'il y a un axe qui est dominant en D3, puisque D2, D3, VF sont positifs, et il s'agit d'une forme de bloc fasciculaire postérieur gauche de mauvais pronostic. Donc tout ça mis bout à bout, l'AFA, le bloc fasciculaire postérieur gauche, le sous-décalage de ST, le ST+, c'est une identité remarquable qui a été bien repérée en 2018 par le SC, qui ne se contente pas de définir le ST+, et qui dit qu'attention, il y a des ST- qui ont des critères absolument remarquables et qui doivent vous faire penser à une occlusion coronaire, et vous devez suggérer à la prise en charge des cardiologues, donc une désobstruction. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, on va le revoir, parce que c'est une identité remarquable. En voici un deuxième exemple. Toujours évoquer 3 hypothèses. Avant de vous arrêter, vous voyez qu'ici c'est un tracé complexe, mais ces patients sont souvent les plus malades, et c'est cela pour lequel on oublie de faire une synthèse des troubles du rythme et des troubles de la conduction. Alors que feriez-vous? Je vous laisse appuyer sur pause. Est-ce que c'est un ECG qualifiant? Est-ce qu'on peut dire qu'il faut une destruction coronaire en urgence? Est-ce qu'il faut commencer à doser la troponine, faire une écho, appeler tout le tintouin ou aller en réanimation médicale? Ouais, c'est ça dont il s'agit. Alors, on va reprendre sa technique de lecture. Tout à l'heure, c'était une EFA, là c'est le contraire. C'est des épisodes de bradycardie. Vous voyez ici, il y a une onde P bloquée. Là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une sorte de dysfonction sinusale. Puis le PR reprend et il semble qu'il s'allonge un tout petit peu, jusqu'à une onde P bloquée. Il y a un VAV du 2e degré, plus des QRS qui sont de type bloc de branche droit, un retard droit, qui sont très, très anormaux, ces blocs. Bon, il y a une petite onde Q ici, mais surtout, vous voyez, il y a des QRS fragmentés. On voit ça dans l'ischémie, les QRS trifragmentés. Ça a été bien enseigné ces derniers temps que ça faisait partie de la palette de symptômes à rechercher pour aller vers l'ischémie aiguë, en plus des autres signes. C'est un score, en quelque sorte. Et puis là, quand vous regardez les ST- diffus très importants, plus de 50% dans une ou 2 dérivations, avec les 2 petits frères VR et V1 qui sont sus-décalés, on retrouve notre identité remarquable de tout à l'heure. Mais comme ce sont des formes graves d'occlusion coronaire proximale, il y a souvent des troubles du rythme et des troubles de la conduction associés. Mais on voit quand même
cette lésion sous endocardique circonférentielle avec miroir de ST+, en VR et VR, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, d'accord, donc direction, la table de Corot pour désobstruction, et en attendant, on fait ce qu'on peut pendant le transport avec les anticoagulants, les antiagrégants, et puis les stabilisants, de la volémie, de l'oxygène, etc. Enfin, nous allons parler maintenant d'une forme aussi qu'il faut connaître, d'identité remarquable, qui est l'infarctus et le bloc de branche gauche. On sait lire les infarctus et les blocs de branche gauche depuis 1999. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile, et ce n'est pas toujours possible en plus, puisque les critères de lecture de l'infarctus, c'est-à-dire d'une occlusion coronaire sur un bloc de branche gauche, sont visibles dans 20 à 30% des cas seulement. Donc il va falloir quand même apprendre à les repérer, puisque quand on les voit, c'est très spécifique. Alors, rappelons-nous comment un électrocardiogramme en présence d'un bloc de branche gauche. Pardon, excusez-moi. Le bloc de branche gauche se caractérise par un élargissement des QRS dans la dérivation gauche et un trouble de l'articulation qui est discordant. Vous voyez, il y a une discordance appropriée, c'est-à-dire que la repolation est négative quand le QRS est positif, et inversement, quand le QRS est négatif, la repolation est positive. Cette surface sous la courbe est à peu près égale à celle-là, cette surface sous la courbe est à peu près égale à celle-là. C'est en ça qu'il y a une discordance appropriée. C'est la différence de polarité et aussi d'élévation du sus-décalage par rapport à la taille du QRS. Dans l'infarctus, il y a une concordance entre la polarité du QRS et le ST. C'est vraiment décrit par Elena Sgarbossa. C'est vraiment très intéressant de voir que lorsqu'il y a une poussée vers le haut du segment ST, finalement, rien n'empêche de le voir. On ne le verra pas tout le temps, mais les infarctus ST+, finalement, c'est très facile à voir, soit parce qu'il y a une majoration de la divergence, qui est un critère important en V1-V3 à condition que ça soit vraiment disproportionné, comme on va le voir, pas simplement des millimètres, comme dit Elena Sgarbossa. Mais vous avez aussi le sous-décalage de ST qui est tout à fait anormal. Alors ça, c'est très très spécifique dans l'infarctus, que ce soit vers le bas, vers le haut. Les occlusions coronaires, une fois sur deux, sont ST+, une fois sur deux, elles sont ST-. Smith, en 2012, a publié un papier vraiment intéressant en disant c'est pas le QRS c'est pas le point J qui compte, c'est pas 5 mm, c'est la relation entre le QRS, c'est-à-dire l'onde S et le ST qui compte. Comme toujours d'ailleurs. Donc quand la divergence est majorée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir que 4 mm si le QRS est petit, alors je dépasse 0,25, c'est très en faveur d'un infarctus ST+, ou équivalent ST+. Et vous voyez comme par hasard cette surface comme elle est grande par rapport à tout à l'heure. Et oui, la surface ou la disproportion du sus-décalage par rapport à l'onde S. On peut mesurer, c'est important pour publier, mais c'est relativement facile à voir la concordance ou la divergence majorée. Là, il y a une autre forme de divergence majorée, c'est une déclinaison de celle-ci également. C'est quand le sous-décalage est trop important, lorsqu'il atteint par exemple 0,3 par rapport à l'onde R, donc le ST ici c'est 4 sur 11, vous avez un sous-décalage majoré avec une fois sur deux les infarctus sont des sous-décalages de ST. C'est important également de connaître ça en BBG. Je pense qu'on doit en voir au moins 30-40% d'occlusion coronaire avec un BBG. Vous savez que c'est un signe de gravité, infarctus et BBG. Donc voilà, ce patient, c'est exactement cette femme de 70 ans, un OAP. Vous voyez tout de suite qu'elle est un trouble du rythme rapide, donc c'est une fibrillation atriale, on ne va pas perdre de temps, et qu'elle a un bloc de branche gauche, on ne va pas perdre de temps non plus, avec un RR' en V5D1, large, plus de 120 millisecondes, une descente rapide, parce que la branche droite fonctionne et une remontée lente. Voilà. Quand on a vu tout ça, on doit se demander s'il n'y a pas un infarctus. Et donc pour cela, il faut tracer des traits au début et à la fin du QRS. La fin du QRS, ça va être pour étudier la repolarisation et la largeur du QRS, et de voir s'il y a bien une discordance appropriée, d'accord ? Donc discordance appropriée, là on voit pas bien, discordance appropriée moins plus, là on voit pas bien, là plus moins, là moins plus, là moins plus, là moins plus, là moins plus, là c'est à peu près isoélectrique, c'est pas très très net, et là il y a plus moins. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que le point J, vous voyez, il est super à 5 mm. Si on calcule bien, il fait 7,5. Donc en V3, une divergence majorée, c'est possiblement un infarctus, c'est ce que nous dit Sgarbossa, mais si on utilise la théorie, pardon, je vous le remets plus rapidement, si on vous remet la théorie de Smith ici, vous voyez que la divergence est majorée, comme ça, elle fait plus de 5 mm, mais si vous le rapportez au QRS qui fait 31 mm, 10, 20, 30, 31, à ce moment-là, on est à 0,24 et on est rassuré.
Donc Smith a apporté quelque chose au critère de Sgarbosa, mais nous devons retenir surtout que la concordance est un grand signe d'infarctus, ou que la franche divergence majorée est un signe d'infarctus, mais pas simplement des millimètres purs comme Sgarbosa nous le disait. Voilà, j'espère que ça va vous aider, car vous en verrez des BBG avec occlusion coronaire, et voilà le traitement que vous reverrez dans YouTube, dans des ateliers que j'ai déjà réalisés. On va regarder ce patient qui a 74 ans, une insuffisance circulatoire, des antécédents en veux-tu en voilà, et c'est souvent la nuit qu'il va pas bien, et que on se dit bah c'est encore un OAP ou je sais pas quoi. On voit le bloc gauche, on se dit bah c'est un patient qui va pas bien parce qu'il est malade du cœur, et puis on regarde pas tout très bien comme je viens de vous l'apprendre. Donc appuyez sur pause pour regarder si vous voyez une divergence majorée ou une concordance, et moi je vais avancer. Je vais avancer pour vous dire que, tout d'abord, le rythme est sinusal, hein, on a des ondes P bien visibles en D1, D2, c'est pas comme une FA comme tout à l'heure, mais ce qui est bizarre, c'est que les QRS sont très très larges, c'est pas bon signe, hein, un infarctus avec des QRS larges, le pronostic est généralement mauvais si c'est un infarctus. Comment savoir? Eh bien, on va regarder, on va tracer les QRS, des lignes au début et à la fin du QRS, et on va regarder si la repolarisation est concordante ou discordante. Ici, c'est discordant. Bon, mais ça a l'air d'aller un petit peu vers le bas, là, la discordance. Hein. Vous voyez, grâce aux QRS qui sont bien tracés, on voit qu'en fait, c'est trop négatif, ça. Hein, ça devrait s'arrêter là, c'est trop négatif. Mais surtout, là, il y a une concordance. ST+, ST+, du côté du QRS qui domine, hein, puisque le QRS a une polarité positive, la majoration de la discordance, et là j'ai un ST+, avec le QRS est positif en VF, donc D2, D3, VF, j'ai une concordance de ST+. Mais comme le CG est difficile à lire, vous allez le rater souvent si vous n'utilisez pas cette méthode. Voyez, donc on devra se souvenir de ça. Bien évidemment, il y a d'autres signes d'ischémie. Ici, il y a 7 mm ou 10 mm de ST+, là on est vraiment dans les signes de Sgarbosa pur et dur. Il y avait aussi ce signe-là, bien regardé. Cet électro, évidemment, n'a pas été diagnostique à l'époque, et c'est pour ça que je vous le montre, parce que c'est des erreurs qu'on apprend. On va prendre maintenant, je ne sais pas ce qui se passe, là il manque l'électrocardiogramme, hein, le voilà. L'électrocardiogramme avec sa solution qui apparaît tout de suite, tant pis. Ce patient a une péricardite aiguë, c'est un diagnostic différentiel, hein, c'est un ST+ diffus, vous voyez, dans les dérivations inférolatérales. Donc, ne vous laissez pas surprendre par l'importance du ST+. Regardez comme les QRS sont fins, ça doit être très rassurant. Les QRS sont fins, absolument pas modifiés, il n'y a pas de trouble du rythme, pas de trouble de la conduction. Donc je dirais que jusqu'au segment ST, tout allait bien. Et puis au segment ST, il y a un vrai sus-décalage, hein, il est bien supérieur à 6-7 mm. Donc on a un aspect de péricardite qui va bien avec la clinique d'ailleurs. Et on a un VR sus-décalé. On n'a pas le VR sus-décalé. Et on a un aspect de sous-décalage de PQ, vous voyez, ici important, qui va bien avec une péricardite aiguë. Donc je répète, devant une péricardite aiguë, on doit rechercher des signes, des scores, hein, c'est-à-dire sous-décalage de PQ, ça ferait un point par exemple, respect des QRS, ça ferait un point, ST+, relativement diffus, sans ST+, en VR, ça c'est un excellent signe, et mélangé à la clinique, on a vraiment un aspect de péricardite aiguë. Désolé d'avoir gâché le cas clinique. Mais vous pouvez les retrouver sur péricardite aiguë sur YouTube, j'en ai fait plein. Alors là, vous avez un électrocardiogramme qui est encore avec des troubles de la palpation, et c'est bien d'évoquer 3 hypothèses. Donc je vous laisse appuyer sur pause. Et moi je continue. Si je vous ai donné les valeurs en haut des QRS, des ondes P et des QT, c'est sûrement que ça a une importance. Hein. Vous voyez qu'ici on a tout d'abord un trouble du rythme, hein. On a certainement une équivalente fibrillation atriale, je vous l'ai mis pour aller plus vite. Les QRS ne sont pas très ischémiques, hein. Il y a un axe très droit, un axe droit avec un VR qui fait 3 mm, tout à fait anormal, ça évoque un trouble de conduction intraventriculaire distale, comme on les voit soit dans l'ischémie, soit dans l'infarctus, soit dans l'hypercalémie, soit dans les toxiques. Donc c'était ça les 3 hypothèses. Avec un aspect comme ça de RVR 3 mm, il fallait évoquer l'infarctus, l'ischémie, l'hypercalémie. Et là vous voyez que ces ondes T ne font pas vraiment infarctus. Hein. Elles sont en stalagmite, elles montent vers le haut, elles sont diffuses. Hein. On a un sous-décalage diffus vers le bas. On a un poil de sus-décalage en VR,
Donc c'était vrai qu'on pouvait évoquer l'infarctus, mais surtout le contexte, les QRS larges et le QT court, vous voyez cet aspect de QT court, et la stalagmite qui monte comme ça, doivent vous faire évoquer dans le contexte, non pas toujours l'infarctus, mais l'hypercalémie. C'est l'hypercalémie qu'il faut évoquer devant ces QRS larges, ce stalagmite, l'ondaire de 3 mm ici. Et vraiment, c'est important de traiter ce patient immédiatement, hein. On a un aspect pseudo-Brugada. Donc, hypercalémie à 6,9, je voulais vous montrer quelques aspects d'hypercalémie, je vous renverrai un jour sur YouTube. Regardez ces ondes T pointues comme ça, en stalagmite, sur des QRS d'HVG de dialyse, de malade hypertendue et bien sûr rénale. Là, vous avez un QRS qui s'élargit un peu à 143 millisecondes. On va retrouver un petit peu l'aspect de tout à l'heure, hein. Un micro sus décalage en VR, des ondes T très pointues, vous voyez comme c'est important, V3, V4. Un QRS qui est large. C'est assez pathognomonique, ça aussi, de l'hypercalémie. C'est pas du tout évocateur d'un infarctus circonférentiel avec un ST-. Non, ce sont les ondes T qui dominent, qui portent le diagnostic d'hypercalémie par rapport au sous-décalage de tout à l'heure avec VR+, et V1+. Donc évidemment, il faut un peu d'entraînement pour les repérer, mais c'est important de l'évoquer, il n'y a pas que l'ischémie dans la vie, et grâce à cet apprentissage, vous allez repérer chez les malades encore plus graves ici, tachycardie, etc., devant des QRS extrêmement larges, un peu sinusoïdaux, comme on dit, ah oui, un petit peu la sinusoïde, là. On pourra repérer quand même que ces ondes T ici sont pointues, très très pointues, et comme on les voit dans l'hypercalémie. Bon, j'ai voulu vous montrer 3 formes d'hypercalémie, pour que vous ne pensiez pas systématiquement à l'infarctus, mais regardez bien les ondes T comme elles peuvent nous aider à faire un diagnostic et à démarrer un traitement d'urgence que j'ai mis en bas, que vous retrouverez sur le site internet icardiogramme.com. Le traitement d'urgence, c'est le calcium gluconate ou chlorure. Vous le faites en 2 à 5 minutes selon la clinique et vous n'hésitez pas à en refaire jusqu'à ce que les QRS s'affinent. Alors on a terminé. Est-ce que cet électrocardiogramme cache un infarctus? Voilà, typique, envoyé par le docteur Buisson, ce cas clinique. 90 ans, douleur thoracique, c'est la nuit, vous voyez, on est soit préhospitalier, soit médecin appelé au chevet du patient, et là il faut vraiment bien savoir lire les électrocardiogrammes pour dire c'est un trouble du rythme avec un bloc gauche, ou est-ce que c'est un trouble du rythme avec un bloc de branche gauche et autre chose. Je vous laisse appuyer sur pause. Et moi je continue. Alors je vais le relire comme tout à l'heure, je cherche la concordance, c'est-à-dire le segment ST positif quand le QRS est positif, il n'y en a pas. La majoration de divergence, vous voyez, alors là non, pas tellement, mais encore la concordance négative. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un QRS avec un ST-? Là c'est un peu trop, je trouve. Et là oui, là voilà, j'ai une concordance avec un ST- du côté du QRS. Donc c'était un petit peu difficile à voir. Évidemment, ça n'a pas été vu parce que c'est pas si simple que ça. Mais vous voyez, on va retrouver le sous-décalage de ST en V4, V5, V6. Évidemment, c'est dur à voir là. Et on va retrouver notre VR qui est difficile à voir, VR, V1, mais ça pousse là-haut. Donc chez ce patient, évidemment, c'était difficile, mais il y avait une concordance du segment ST par rapport au QRS négatif en V4, mais rien qu'en une seule dérivation, ça suffit, avec un gros doute de divergence ou discordance majorée en V5, V6, et il fallait évoquer chez ce patient un infarctus, ce qui a été très bien fait par le médecin urgentiste qui a vu ce patient, qui a prévenu le cardiologue qui ne connaissait pas ces signes, mais qui a tenu bon et l'a mis sur sa table de choro, et le patient a une évolution favorable. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.